Bonjour à tous, content de vous voir tous ici. Alors, comme on l'a dit, je vais parler d'IA, de LangChain4j. Et si je me suis commencé à intéresser à l'IA et LangChain4j en dehors de la hype qu'on vit tous actuellement autour de l'IA, c'est parce que je vis avec un monde où j'ai à peu près ça tous les jours. J'ai de l'information qui se trouve sur un SharePoint, dans des fichiers, dans mes mails, dans un OneDrive, et je ne sais où. Et quand je vais chercher après mon information, je me retrouve à peu près comme ça, à fouiller en me disant où est-ce que j'ai bien pu mettre ça. Et quand je me souviens de l'endroit, je vais essayer de me souvenir, OK, si c'est où dans OneDrive, c'est où, comment c'est structuré, en quoi ça correspond. Et je me suis dit, mais en fait, l'IA, ça pourrait bien m'aider là-dessus et me faire gagner du temps. Parce que, soyons honnêtes, personnellement, chercher dans de la documentation, ce n'est pas ma partie préférée du job. Mon nom est Loïc Magnette, je suis développeur senior pour une société de consultance belge appelée Onirix. Comme on l'a dit, je suis un papa d'une petite fille qui va avoir 3 ans et qui m'a fait passer une vraiment sale nuit. Et je suis aussi un des co-organisateurs du Belgian Java User Group. Et vous avez mes liens sur les réseaux sociaux là en bas. Si vous voulez rentrer en contact, si vous avez des questions, tout est bienvenu. Alors, avant de parler vraiment d'IA, de LangChain4j et ce genre de choses, je voudrais adresser ce que les Anglais appelleraient the elephant in the room. C'est que ce que je viens de décrire comme use case, vous avez peut-être déjà entendu parler de quelques produits qui font ça. Juste pour en nommer un, Office 365 Copilot, ça fait à peu près ça. Très récemment, j'ai découvert que même dans le chat GPT, on peut connecter son OneDrive ou son Google Drive. Si je devais parler pour votre employeur, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Je ne pense pas qu'il ait envie que toutes ces informations se retrouvent leakées chez ChatGPT. Mais une des raisons qui a fait que je me suis dit, j'ai envie de faire ça, c'est qu'au fond, je reste un développeur. J'aime coder, j'aime développer, et c'est bien gentil ces outils tout faits, mais je prends aucun fun à les utiliser, vraiment aucun. Alors, quand on parle d'IA, l'IA c'est super, ça connaît énormément de choses, ou en tout cas ça a appris énormément de choses, parfois ça ne les donne pas très bien, mais généralement, à part si vous avez été connecté à ChatGPT et qu'il a absorbé toutes les données de votre société, il ne connaît pas grand-chose de l'intérieur de votre boîte. Il connaît peut-être son nom parce que c'est sur Google, quelques informations qui traînent, mais il ne sait certainement pas ce qu'il y a dans vos documents internes, ou du moins je l'espère pour vous. Et si on veut pouvoir faire ça avec de l'IA, on a besoin de quelque chose qui s'appelle du Retrieval Augmented Generation. L'idée, c'est de pouvoir fournir des données à une IA en plus de ce qu'elle a déjà appris. L'avantage de cette technique-là, c'est que vous ne devez pas entraîner tout un modèle. Parce que, soyons honnêtes, si vous appelez Google, entraîner un modèle, c'est faisable. Si vous êtes une petite PME, vous serez vraiment pas bien financièrement. Juste le temps machine qui va vous prendre, vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça. Ce qu'on appelle Retrieval Augmented Generation, je vais le résumer en RAG, c'est beaucoup plus prononçable, surtout que je vais le répéter plusieurs fois. Et c'est vraiment pas cher, parce qu'en fait, on prend un modèle qui existe et on va juste lui adjoindre des documents qu'on a. On n'a pas besoin de faire d'entraînement, on n'a pas besoin de machines surpuissantes. Vous ne devrez pas sacrifier votre salaire pour payer des GPU NVIDIA. Tout ça fonctionne. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que c'est du RAG? La toute première étape quand on fait du RAG, c'est qu'on a des documents. Alors, j'ai ça comme des fichiers, mais ça pourrait être une page web, ça pourrait être une DB. Et on va prendre ces données, on va les fournir à l'IA, et l'IA va traduire ce document en un vecteur. Alors, un vecteur au sens mathématique des choses. Alors, on a l'habitude de 3 dimensions. Les LLM ont tendance à travailler avec plus de 700 dimensions. Alors, n'essayez pas de mettre ça sur un graphe, vous ne comprendrez rien. Votre cerveau n'est pas capable pour faire ça. Et une fois qu'on a ce vecteur, on va le stocker dans une base de données vectorielle. L'idée de cette base de données vectorielle, c'est qu'elle va stocker tous ces vecteurs, mais elle va pouvoir connaître la proximité entre 2 points dans un graphe. Fondamentalement, ce n'est pas plus compliqué que si vous prenez un simple graphe, même en 2 dimensions, et vous vous dites que la coordonnée 1, 1, le point qui est en 1, 2, il est proche comparé au point qui est en 1, 10. C'est aussi simple que ça, mais en beaucoup plus de dimensions. Alors, une fois que j'ai ingéré tous mes documents comme ça, ce qu'on appelle créer des embeddings, je vais voir pour les utiliser. Et généralement, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir un user qui va rentrer un prompt ou interagir avec le système, et le système va se dire, OK, il a une question dans un langage qui n'est clairement pas une requête REST en JSON, qui est juste du langage naturel.
comment je fais pour comprendre et voir la pertinence de tout ça? Eh bien, il va convertir de nouveau mon message en un embeddings, donc en ce vecteur, et va essayer de trouver tous les vecteurs qui sont proches à lui dans ma base de données vectorielle. Une fois qu'il a trouvé ces vecteurs, il va le fournir au LLM dans son contexte et dire mais voilà plus d'informations, s'il te plaît, essaie de répondre. Alors, je viens de parler de fournir ces informations. Il faut savoir que les LLM fonctionnent avec ce qu'on appelle des fenêtres de contexte. Et la fenêtre de contexte, elle a une taille limitée. Donc vous pouvez. Alors aujourd'hui, si vous utilisez des modèles comme le dernier Gemini de chez Google, vous pouvez mettre tous les Harry Potter dans la fenêtre de contexte. La plupart des LLM ne supportent pas ça. Et même si vous pouvez mettre tous les Harry Potter, à un moment, vous allez devoir passer à la caisse parce qu'on paye au nombre de tokens, donc au nombre de mots à peu de choses près que vous mettez là-dedans. Mais c'est un moyen très simple pour vous de lui fournir de l'information sans devoir entraîner un modèle complet. Alors, il faut quand même être attentif à une chose, c'est que, comme j'ai dit, ces embeddings sont créés par un LLM. Ce qui veut dire que vous devez appeler le LLM et lui donner vos documents. De nouveau, si vous donnez vos documents à OpenAI, OpenAI a vos documents. Donc, soyez un peu prudent. Vous n'avez pas spécialement envie que toutes vos données se retrouvent comme ça sur le web. Mais c'est fondamentalement ce que je vais vous montrer aujourd'hui qu'on peut faire avec LangChain4j. Alors, je viens de citer son nom. Qu'est-ce que c'est LangChain4j? Qui parmi vous connaît JPA ou Hibernate ici? Une grosse majorité. Eh bien, une manière très simple de le comprendre, c'est Hibernate, mais pour les LLM. Fondamentalement, ce qui va vous fournir LangChain4j, c'est une couche d'abstraction pour vous interagir avec un LLM. Que ce soit OpenAI, que ce soit Ollama, que ce soit Gemini, il va fournir une couche d'interprétation et vous aurez un minimum de changements à faire tout en continuant à interagir avec ce modèle. Il va vous fournir autant juste pouvoir chatter avec le message comme on le fait dans ChatGPT, comme pouvoir faire des choses beaucoup plus complexes, telles que faire appel à d'autres outils, pouvoir rechercher des éléments dans un embeddings et ce genre de choses. Donc c'est vraiment une pièce centrale quand vous faites de l'IA en Java. Pour la petite histoire, d'où vient le nom LangChain4j? Il y a LangChain qui existe en Python, qui est une librairie qui fait exactement ça. Et on a donné au perroquet de LangChain une tasse de café et c'est devenu LangChain4j parce que Java. Alors, dans mon cas, comme j'ai dit, je n'ai pas spécialement envie de tout de suite envoyer toutes mes données à OpenAI. Et deuxièmement, je n'ai pas envie de dépenser de l'argent pour faire des tests et voir si ça fonctionne. Et donc, j'ai une solution à ce problème-là. Ça s'appelle Ollama. Alors, Ollama, c'est un logiciel que vous pouvez télécharger, installer sur votre machine, et qui va vous permettre de faire tourner des modèles en local, gratuitement. Et quand je dis des modèles, ce n'est pas un, c'est plusieurs. Vous pouvez choisir, vous pouvez changer à la volée. Je vais essayer de cliquer sur le lien et voir si tout se passe bien. Non, ça ne se passe pas bien, mais ce n'est pas grave. Je vais quitter le mode présentation et comme ça on le verra. Hop. Donc si vous allez sur Ollama, vous pouvez le télécharger. Et il y a toute une série de modèles disponibles. Il y a Llama 3, il y a Phi de chez Microsoft, GMAT chez Google, il y en a toutes sortes, avec différentes variantes, typiquement le nombre de milliards d'entrées de paramètres qu'il y a pour chaque modèle. Alors, sur un laptop, vous pouvez vous attendre à faire tourner les 7 milliards. Sur mon laptop, j'arrive à monter jusqu'aux 20 milliards. J'ai tenté Llama 3 avec 70 milliards de paramètres. Si vous avez du temps à perdre et que vous n'êtes vraiment pas pressé, il y a peut-être moyen que ça fonctionne, mais chez moi, ça ne va clairement pas fonctionner. Alors, avec ces deux outils-là, je pourrais déjà faire pas mal de choses avec du Java. Mais j'avais envie d'avoir un outil qui me facilite encore un peu plus la vie, parce que je n'ai pas que ça à faire, j'ai envie que ce soit efficace. Et c'est là où vient entrer en jeu Quarkus. Qui connaît Quarkus ici? Quand même pas mal de personnes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Quarkus, c'est une manière très simple, c'est une alternative à Spring. C'est bien plus complexe que ça, mais comme ça, vous avez un rapide topo. Alors, pourquoi j'ai pris Quarkus? C'est que Quarkus, et on va le voir dans les démos, offre une expérience de développeur vraiment, vraiment très agréable. Redémarrer mon serveur, je ne le fais pas. Ah, j'ai besoin de faire tourner une DB Postgres, pas besoin de l'installer, il va démarrer un conteneur tout seul pour moi. Ce genre de choses, c'est vraiment du confort quand on est un développeur, on n'a pas besoin de se préoccuper de son infra, il le set up pour vous si c'est bien fait. Quarkus offre énormément d'intégration avec des librairies très standards en Java, mais aussi avec LangChain4j, et on verra que ça offre certains avantages. Et bien sûr, vient avec Quarkus tout ce que vous verrez dans le matériel de Quarkus, le fameux supersonique subatomique pour démarrer très rapidement et avoir une empreinte de mémoire réduite.
et ils permettent autant de travailler avec du réactif que de l'impératif dans sa programmation. Toutes ces choses-là, ça vient avec Quarkus, ce ne sera pas le centre, mais le développeur d'expérience, vous allez vite vous rendre compte que c'est un vrai confort. Alors, raison de plus pour s'intéresser à Quarkus, c'est qu'il y a quelques semaines, ils ont réalisé un petit blog post et ils ont essayé de mettre très clairement qu'ils avaient la solution la plus simple pour faire du RAG. Vraiment la plus simple. Et je vous propose qu'on la teste ensemble tout de suite. Donc je vais sur quarkus.io. Est-ce que c'est lisible pour tout le monde ou vous voulez que je zoome un peu? Plus grand? Ce sera un peu mieux comme ça. Alors, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais avoir juste une interface REST. Je vais avoir envie d'avoir leur fameux EasyRag, qui est ici. Et parce qu'il me faut quand même un LLM, je vais juste prendre Ollama, qui va me permettre de faire tourner mon modèle en local. Et j'ai généré mon application. Je reçois un charmant zip qui s'est téléchargé magnifique. Et normalement, si tout se passe bien, je devrais le retrouver ici, dans mes downloads. Je vais unzip mon fichier, magnifique. Et je peux juste l'ouvrir ici en disant code with Quarkus. Et si tout se passe bien, mon IDE va être très heureux et me dire vous voyez un nouveau projet, est-ce que tu veux l'ouvrir? Je vais passer en presentation mode, ce sera plus lisible pour tout le monde, je pense. Et c'est marrant, bien sûr, les modes démo fait que j'ai une petite erreur à la volée. Alors, si je regarde ce qu'il y a dans mon projet, si je joue simplement le POM XML, on va se rendre compte qu'il n'y a rien de très original. J'ai une dépendance pour Ollama, j'ai une dépendance EasyRag, et c'est à peu près tout. J'ai le reste ici. Et donc, je vais essayer de démarrer mon application. Alors, ça va prendre un petit instant. Et normalement, vous allez voir une grosse trace apparaître au milieu parce que je n'ai pas bien fait mon travail. Alors, au mode présentation, c'est un peu plus grand. Il va me dire, en fait, il te manque une propriété dans ta configuration. Je vais être en mode, très bien, prenons-la. Alors, à quoi correspond cette propriété? En fait, c'est juste fournir, et j'ai pas bien fait mon copier-coller, fournir à Quarkus un chemin sur lequel il va pouvoir aller ingérer des documents pour les mettre dans mon embedding. Alors, on va aller créer tout de suite un petit répertoire pour ça. Hop. Je vais de manière très originale appeler ça RAG. Et je vais piquer tout de suite un fichier qui se trouve dans mon autre projet pour qu'on ait du contenu. Alors clairement, ce ne sont pas des données sensibles. J'ai demandé à ChatGPT de m'inventer une société avec un nom très ressemblant à la mienne, mais qui n'est pas la mienne. Et donc, ce que je vais demander à Quarkus, c'est qu'il aille ingérer ce document. Alors, je voudrais pouvoir quand même interroger pour voir s'il l'a bien ingéré. Donc, ce que je vais faire, c'est, avec LangChain4j et Quarkus, ce que je vais définir, c'est un service qui va me permettre d'intégrer mon LLM et d'interagir avec. Alors, de manière très originale, je vais appeler ça MyAI-Service. Et ça n'a pas besoin d'être une classe, ça peut être juste une interface. Ce que je vais devoir dire à Quarkus, c'est registre-moi ce composant comme un service pour mon IA. Et je vais lui définir une simple méthode en disant je voudrais que tu me renvoies une string, et on va appeler ça chat, pour un message que je fournis. Alors, petite chose en plus, vu que j'utilise LangChain4j, je vais pouvoir fournir ce qu'on appelle un system message. L'idée du system message, c'est de lui donner dans quel monde il existe. Lui dire, tu es un assistant pour une société qui travaille dans tel domaine, ce genre de choses. Donc dans mon cas, je préviens tout de suite, je vais taper tout le texte et les prompts en anglais. Je vous expliquerai pourquoi dans quelques slides. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas juste parce que je n'ai pas envie de vous parler français. Donc si je lui dis simplement que c'est un bot juste très gentil qui répond à des questions sur la société Ironix, comme je l'ai nommé.
Il y a moyen également de lui fournir un user message qui serait un pré-prompt ou quelque chose comme ça. On verra dans quelques instants pourquoi faire. Mais dans ce cas-ci, je vais juste me limiter à ça. Je vais rajouter un endpoint pour avoir un web service que je peux appeler, ou qui va être en poste puisque je dois fournir quelque chose, qui va produire du textplain et qui va consommer du textplain aussi. Et qui va me renvoyer une string. Alors clairement, ce ne sera pas greet, on va appeler ça chat, ce sera sans doute plus pertinent. Et l'étape suivante, c'est d'appeler mon fameux assistant. Pour ce faire, je peux simplement me contenter de l'injecter dans mon endpoint REST ici. Et tout ce que je vais faire, c'est dire return le contenu de myAIService.chat où je passe le message. Jusqu'à présent, j'ai toujours rien démarré. Vous ne m'avez pas vu d'appuyer sur un bouton redémarrer. Donc je vais juste aller prendre mon HTTP PY ici. Ça risque d'être un peu petit et je ne pense pas que je peux y zoomer. Ah, si. Ça devrait être lisible comme ça. Et je vais lui demander typiquement où est localisée cette société. C'est une société fictive, donc a priori mon LLM n'en connaît rien. Et c'est dans mon petit document texte qu'il doit trouver cette information-là. Alors c'est maintenant que, bien entendu, j'ai un petit problème, parce que démo veut que... configuration validation failed. Tiens. Toujours en démo que vous avez les bugs que vous n'avez jamais eu pendant plusieurs fois. Ah, bah oui. J'ai dit qu'il fallait ajouter la propriété, mais je n'ai pas donné le PAF. Hop là. Si je rouvre mon application. Chose intéressante, tant que je suis dans ce fichier-ci, je n'ai pas spécifié de modèle. Je n'ai pas dit « Ah, tu es censé utiliser tel modèle ». Je ai juste dit « Je te vois là, tu as Ollama pour te débrouiller. Débrouille-toi avec ça ». Tant que je suis ici, parce que vu que j'ai déjà eu un effet démo, je vais être prudent. Je vais augmenter le timeout pour ma requête sur mon LLM. Parce que pour le peu que je suis en démo et qu'il a décidé d'être lent ce matin, un peu comme moi avec mon manque de sommeil, ben, il se pourrait qu'on attende et qu'on ait une erreur pour ça. Donc je vais relancer ma requête. Et c'est maintenant que je croise les doigts parce que les LLM, c'est vraiment pas prédictif. Mais il me répond clairement en disant « Ah, ben, cette société se trouve à Gembloux en Belgique. » Si je rouvre mon fichier, vous allez voir que c'est clairement ce qui est indiqué juste ici. Donc, fondamentalement, mon LLM a fonctionné. Et je pense que vous avez remarqué que je n'ai pas vraiment codé grand-chose. J'ai rempli une propriété, j'ai défini une interface et j'ai appelé mon interface dessus. C'est à peu près tout. Alors, on pourrait se dire, c'est cool. Et c'est vraiment cool. Si vous voulez démarrer avec du RAG et que vous voulez faire quelque chose de très simple, ça marche vraiment du tonnerre. Si vous voulez faire une démo à votre boss en disant « Regarde ce que je sais faire avec de l'IA » et que vous n'avez pas beaucoup de temps, c'est votre solution. Votre boss va être assez bluffé et vous n'aurez pas codé grand-chose. Mais dans mon cas, je me suis heurté à quelques limites. Alors, le Irsirac fournit plein de propriétés qui permettent de configurer, de raffiner des éléments sur la manière de fonctionnement, mais j'étais malgré tout limité à des fichiers. Et on sait tous que c'est bien les fichiers, mais on a des informations qui se traînent un peu partout. Et donc, j'aimerais bien pouvoir aller chercher mes informations ailleurs. J'avais un contrôle très limité quand j'ingérais ces données. Il les prenait, il les injectait dans mon base de données vectorielle, mais j'avais aucun moyen de taguer avec des métadatas ou ce genre de choses. Et ben, j'étais de toute manière limité à cet outillage-là. Je ne pouvais rien faire de plus que juste interroger. Alors, c'est chouette un chatbot, mais toute personne qui a déjà joué avec un chatbot, on s'amuse 10 minutes et après un moment, on se dit c'est cool, mais je préférerais parler à une vraie personne. Alors, c'est là où vient ma deuxième démo. Je vais tout de suite vous montrer à quoi ressemble l'application. On ne va pas tout builder ensemble, ça va prendre clairement trop de temps. Mais l'idée était d'aller vraiment plus loin que ça. Donc, ma petite application, alors, que j'ai très modestement appelée Company Genie, et bien entendu, ça c'est l'interface, t'es gentil, mais c'est pas ça que je voulais. Je ne l'ai pas démarré, c'est pour ça que ça ne marche pas. Hop. Elle est juste ici. Et je n'ai pas cliqué sur le bouton. Hop là. En attendant qu'elle démarre, je vais me permettre de passer en revue mon POM. Comme ça, vous voyez un peu ce qu'il y a dedans.
Alors, il y a un peu plus de choses. J'ai embarqué Apache Tika. Apache Tika, c'est une librairie Apache qui permet d'ingérer à peu près tout type de documents. Et il va automatiquement se dire, ah, ça c'est un Word, je sais comment j'ingère un Word. Ah, ça c'est un Excel, je sais comment j'ingère un Excel. Ça évite que vous deviez vous amuser à parser et gérer les différents types de fichiers vous-même. J'ai une base de données vectorielle qui est basée sur PostgreSQL, qui est pgvector. De nouveau, je n'ai pas installé de DB, hein, c'est Quarkus qui l'a démarré pour moi. Quinoa, on s'en passera, ce n'est pas le sujet. J'ai du Jackson juste pour parser du bon vieux JSON depuis mes endpoints. J'ai une DB en local pour sauvegarder certaines choses. Alors j'ai un mailer, mais on s'en fiche. J'ai Olama comme dans mon précédent projet, juste pour avoir un LLM, et c'est à peu près tout. Du coup, si mon application a démarré cette fois-ci, voilà, mon application est là, et c'est clairement trop petit pour vous. Ce sera plus visible comme ça. Alors, en l'état, c'est juste une application où j'ai un chat. On verra un peu plus dans les menus ce qui se passe. Mais en fait, je vais pouvoir ingérer des documents. Donc, fondamentalement, ce que faisait mon rack précédemment. Alors, je peux très naturellement dire, prends des fichiers locaux et tu vas les ingérer. Alors, ça prend un peu de temps. Et on va voir un petit peu ce qu'on fait là-dessus. J'ai aussi prévu l'opportunité de pouvoir charger un fichier que j'aurai en local. Je peux aller chercher une web page. Mais à ce stade, c'est à peu de choses près. La limite, c'est avec quoi vous pouvez vous intégrer. Si vous pouvez vous intégrer avec n'importe quoi, et a priori, nous sommes développeurs, donc on a un peu cette capacité-là, on peut y aller. Donc typiquement, il a ingéré toute une série de documents, il me les a même catégorisés, et on va voir un petit peu ce qui s'est passé là derrière. Alors, tout ça commence dans... Je vais vous passer le passage par le REST endpoint, mais j'ai un ingestion service. Et ce que va faire cet ingestion service, c'est en fonction du type de ressource, il va essayer d'ingérer le document. Alors, je vais prendre le cas le plus simple, un simple document. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le document, juste le transformer en un document au sens LangChain4j. C'est un peu de popote, mais c'est juste prendre Tika, parser le texte et l'injecter dans le document. Et ce que je vais faire, c'est, entre autres, essayer de classifier le document. J'y reviens dans un instant. Je vais rajouter des métadonnées dessus. Et puis, je vais appeler un ingestor. Et cet ingestor, il est à peu près tout ce qu'il y a de plus simple. Il va... On n'a pas besoin de regarder ça, ce sera pour tout à l'heure. Bien, tant pis. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va en prendre un embedding store. Donc, un store pour vos embeddings. Fondamentalement, derrière ce qu'il y a, c'est une Postgres database qui va ingérer tout ça. On va fournir le modèle. Le modèle, c'est le modèle de votre LLM. Donc, dépendant si vous changez de modèle de LLM, vous allez devoir réingérer vos données parce qu'elles ne sont pas ingérées de la même manière. Et puis, je vais prendre ce store et dire, je prends mon document, je vais le casser en petits morceaux parce que, comme je l'ai dit, OK, avec Gemini, je peux mettre toute la suite d'Harry Potter, mais fondamentalement, tous les modèles ne sont pas capables de ça. Donc, en fait, je vais juste couper mes données en petits fragments, ici par morceaux de 500 caractères, et en disant, je veux qu'il y ait un overlap de 100 caractères. Pourquoi un overlap? Ce serait malheureux qu'il coupe au milieu d'une phrase, et qu'en fait, je sois coupé dans mes données, et que quand il essaye de retrouver mes données, il ait des fragments manquants. Donc, avec ça, je vais juste appeler un gesteur et faire juste prends ça, ça c'est mon embedding, s'il te plaît, store-le dans ma base de données vectorielle. Alors, si je reviens juste une étape en arrière, j'ai parlé qu'il classifiait mes documents. Alors, pour ce faire, j'utilise un classifier. Et qu'est-ce que c'est que ce classifier? C'est ce qui est décrit par LangChain4j comme un embedding model text classifier. Le but, c'est de pouvoir classifier votre texte sur base d'un critère. Pour ce faire, on va lui donner plein d'exemples en disant Fido est un chien, je vais dire ça parle de chien. Kitty est un cat, ça parle de chat. Pour que lui ait des exemples de données qui sont catégorisées. C'est un moyen très simple de le faire. Et si vous avez déjà une application existante, vous avez déjà plein de données et vous pouvez lui dire ça c'est tel type, ça c'est tel autre type. Alors, pour le souci de la démo, je ne me suis pas embêté à avoir une DB. J'ai juste défini une simple HMAP où je mets une catégorie et je lui donne toute une série d'exemples qui sont du texte. Je pense que vous pouvez très facilement imaginer prendre une base de données à la place de prendre du texte et le faire la même chose. Et ce qu'il doit faire avec cette classification, c'est qu'il va devoir
convertir tout ça en vecteur pour qu'on puisse l'utiliser. Alors, tout ça, normalement, va faire que, si je retourne sur ma démo, vous voyez ces petits tags qui apparaissent. Alors, une chose que je me suis dit, c'est cool, je peux aller maintenant interroger, je pourrais poser une question sur base des données qu'il y a là. Mais je pourrais aussi dire, j'ai été à un meeting, il y a le transcript, j'ai vraiment pas envie d'écrire les meeting notes. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un que ça amuse d'écrire des meeting notes, mais j'en fais pas partie. Donc je vais lui dire, s'il te plaît, voilà les meeting notes. Il va prendre un peu de temps pour l'ingérer. Normalement, il m'a ajouté, en fait, ça c'est lié à des meetings, donc je peux aller dans mon meeting. Et quitte à le faire, je vais lui demander si il peut me faire un résumé. Alors, ça va prendre quelques secondes. Je vais vous montrer à quoi ressemble peut-être le prompt qui est derrière, qui est un meeting AI service. Alors, il est un peu plus complexe. J'ai toujours mon système message en disant, voilà, tu es un bot, un assistant qui travaille pour telle société, mais je lui décris aussi ce que j'attends de lui. Je lui demande qu'il fasse un résumé du transcript sous la syntaxe d'un markdown, et je lui ai même donné des étapes à réaliser. Alors, l'étape du milieu, clairement, il ne sait pas la faire en l'état. C'est essayer de sauvegarder les actions qui seraient dans le meeting note, il n'a pas le moyen de le faire. Mais ce qu'il va faire, c'est vraiment me produire un résumé de tout ça. Entre-temps, il l'a fait. Et fondamentalement, il a là généré pour vous votre résumé de votre meeting. Plutôt que de devoir lire 150 lignes ou 200 lignes d'un meeting pour essayer de comprendre ce qui a été dit, l'IA l'a fait pour vous. Et fondamentalement pour une fraction du prix. Parce que si vous demandez à quelqu'un d'écrire le résumé, même s'il est très bon, il va prendre 20 minutes. 20 minutes d'une personne, c'est plus cher que 30 cents sur OpenAI, et j'exagère avec 30 cents. Alors, tout ça est super, mais je voudrais aller encore un peu plus loin. Parce que quand vous commencez à chipoter avec de l'IA comme ça, vous créez quelque chose et puis vous dites « et si j'essayais ça ? Et si j'essayais ça ?» Alors, je vais devoir un petit peu faire une entorse à la règle de « n'utilise pas OpenAI », pour une bonne et simple raison que c'était la solution la plus simple pour moi de le faire. Je vais en fait donner à mon application des outils pour qu'il puisse faire plus que juste ce qu'une IA peut faire. Alors, je vais devoir l'arrêter et la redémarrer, parce que là, je fais quand même des changements un peu significatifs. Je vais vous montrer à quoi ressemble un outil, comme ça, on verra tout de suite de quoi on parle. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait une étape ici qu'il ne savait pas faire, qui était lister toutes les actions et les sauvegarder. L'idée, c'est qu'il les sauvegarde dans une base de données ou quelque chose comme ça. Sauf qu'il n'a aucun moyen de le faire, c'est un LLM. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui fournir un outil. Alors, Register AI Service est une annotation de Quarkus pour LangChain4j, mais il existe exactement la même chose juste dans LangChain4j. Et je vais lui fournir cette classe et je vais lui dire, ça c'est un outil. Et comment cet outil est décrit ? C'est une simple classe avec une méthode qui est annotée addTool, annotation de LangChain4j, et je vais dire qu'est-ce qu'il peut faire cet outil. Dans ce cas-ci, c'est qu'il peut créer une action. Pourquoi j'ai besoin d'OpenAI? C'est que tous les LLM ne sont pas capables de faire ce qu'on appelle du function calling, donc vraiment appeler du code qui sera à vous. Parce que fondamentalement ici, je chauffe quelque chose, mais vous pourriez faire à peu près n'importe quoi là derrière. Il y en a d'autres qui le permettent. Il faut choisir le bon modèle, vous n'êtes pas obligé d'utiliser OpenAI pour pouvoir faire ça, mais tous les modèles n'en sont pas capables. Si je reprends mon application qui a craché entre-temps parce que je l'ai fait un peu brutalement, précisément. Je vais devoir de nouveau entraîner mon modèle pour lui dire voici les classifications, parce que sinon ça ne marchera pas s'il veut classifier mes documents. Ça va prendre un peu de temps. J'espère qu'il y arrive tout doucement quand même. Il prend vraiment son temps. C'est le problème des LLM, il faut être un peu patient. Du coup, ça marche peut-être bien avec Java. Vous avez toujours une tasse de café pour vous occuper, je ne sais pas. Et là, il prend vraiment son temps. Je vais prendre juste un fichier pour aller gagner un peu de temps. Donc, je reprends mon rapport de réunion. Je vais dire de l'ingérer. Normalement, ça ne devrait pas prendre trop longtemps. Voilà. Et si je vais de nouveau prendre ma petite option ici pour dire tu vas me créer un résumé, et ce coup-ci, tu vas me créer les actions. Alors, ça prend un peu de temps. Mais si tout se passe bien, je devrais pouvoir aller voir dans les actions et vous allez voir une liste de toutes les actions qui ont été générées sur base de ce meeting note. Il a généré automatiquement toutes les actions à faire. Alors ici, je l'ai mis dans une base de données, mais imaginez, vous avez une analyse, vous l'entraînez pour lire votre analyse, créer automatiquement toutes vos épiques dans votre Jira. Ce serait cool quand même. Hein.
vous n'auriez plus besoin de parler à votre Scrum Master. Je dis ça, je dis rien. Mais c'est ce genre de choses qu'on peut aujourd'hui faire avec des outils d'IA. Et typiquement, je ne vous l'ai pas montré, mais je peux vous montrer le code, ça ira relativement vite. Si je reprends mon compagnie AI Service, je lui avais fourni des outils, il pouvait envoyer un mail. Donc typiquement, j'aurais pu dire, il y a dans mes données les leasing d'un véhicule. Est-ce que tu pourrais envoyer un mail à toutes les personnes dont le leasing de la voiture doit être renouvelé dans les 3 prochains mois? Et il sait le faire. C'est quand même pas mal. On va remplacer des tâches peu attrayantes. Soyons honnêtes, personne même écrire des mails, le même mail à 3, 4, 15 personnes et devoir fouiller dans un Excel, par un bot qui peut le faire et laisser cette personne faire du job vraiment plus intéressant. Alors, je vais en revenir à mes slides. Alors, au travers de la présentation, je sais que c'était beaucoup d'informations et je me doute que vous allez devoir vous creuser, creuser tout ça, mais le but, c'est vous donner envie d'aller tester tout ça parce que c'est vraiment passionnant. On a vu comment gérer du contenu, comment créer des embeddings pour mettre dans votre base de données vectorielle. On a fait de la recherche par similarité, vu que quand on appelle notre LLM et va chercher les vecteurs qui sont similaires, on va le faire. On va pouvoir classifier le texte, c'est ce que je vous montrais avec le classifier. Chose que je ne vous ai pas montré, mais que je pourrais vous montrer tout de suite, on peut filtrer sur les métadonnées. De nouveau, si je prends mon retrieval ici, c'est l'outil qui me permet de retrouver mes vecteurs typiquement. Et ici, je peux dire, en fait, je voudrais filtrer sur une métadonnée que j'ai donnée. Donc, je vais pouvoir filtrer et dire, en fait, s'il te plaît, quand tu cherches pour faire quelque chose avec des meetings, va chercher que les meetings. Ne te préoccupe pas des éléments de HR ou de finance, ça ne m'intéresse pas, je veux juste ça. Alors ici, je le fais sur une catégorie, mais vous pourriez le faire. En fait, ces documents-là, ils ne peuvent pas être vus par telle ou telle personne, et vous pourriez filtrer sur des métadonnées comme ça aussi. C'est vraiment un outil très intéressant. Et je viens de me rendre compte que vous n'avez pas vu le code. Je vais vous le montrer dans un instant. Hop. Donc c'était ici ce que je vous montrais, c'est que je définis un filtre en disant j'ai une clé dans mes métadonnées qui s'appelle la catégorie, je dis que ça doit être un meeting, et quand je retrouve ici avec mon retriever, je vais lui dire filtre-moi sur cette catégorie-là. Donc c'est relativement simple pour ce que ça fait. Vous n'avez pas besoin d'écrire beaucoup de code, mais il va filtrer sur vos métadonnées. Hop. Donc maintenant vous avez vu le filtrage par metadata. Et la dernière chose que je vous ai montré, c'est l'utilisation de fonctions. Donc ce add-tools que j'ajoute et ce tool que je vais pouvoir ajouter qui me permet d'appeler à peu près n'importe quel morceau de code. Alors soyons prudents, ne donnons pas l'IA l'accès en écriture complète sur votre base de données, parce qu'il ne faudra pas très longtemps avant que quelqu'un essaye de faire un drop de tout et que vous ayez un gros problème. Mais fondamentalement, avec un tools, vous pouvez attaquer toutes les ressources dans le monde en disant « Ah, j'ai besoin de la météo à tel endroit » ou Ah, est-ce que tu peux envoyer un message sur tel queue Ah, est-ce que tu peux démarrer un cluster Kubernetes? Vous pourriez le faire, parce que vous avez les outils pour le faire. Alors, je ne vais pas vous cacher que pour en arriver là, il y a un moment où vous vous baladez un petit peu dans un labyrinthe et vous apprenez pas mal de choses en faisant ça. C'est sans doute une des plus grandes choses que j'ai pu faire, c'est en créant cet exemple pour vous, j'en ai appris encore moi plus sur les choses. Parce que la meilleure manière d'apprendre, c'est en testant. Et dans les apprentissages, c'est que tout d'abord, tous les modèles ne sont vraiment pas égaux. Vous allez avoir l'impression qu'un modèle local ne donne pas nécessairement les meilleurs résultats, comparé à GPT-4, qu'on a l'impression qu'il sait tout. Mais je pourrais vous donner des exemples où Llama 3, le petit modèle à 7 milliards d'entrées, là, il a battu ChatGPT. Typiquement, dans ma catégorisation, il catégorise mieux que ChatGPT. Pourquoi? C'est des LLM, ils ont été entraînés sur des datasets différents. Et donc, quand vous choisissez, quand vous utilisez un LLM, il est important de choisir quelque chose qui correspond à vos besoins. Pas besoin de sortir de GPT ou de Gemini à chaque fois. Parfois, un petit modèle vous suffit complètement à votre use case. De même qu'il faut choisir les bons embeddings. Je vous ai dit que j'avais tout écrit en anglais et qu'il y avait une bonne raison pour ça. C'est parce que si vous commencez à embedder différentes langues, si votre LLM n'est pas prévu pour plusieurs langues, quand il va chercher des similarités, dog et chien, il ne sera pas qu'ils sont reliés. Et donc, fondamentalement, aujourd'hui, beaucoup d'embeddings sont très orientés anglais, parce que malgré tout, on est dans un mode où l'anglais est, hélas, la langue que tout le monde doit pratiquer ou qu'on utilise par défaut pour communiquer avec tout le monde. Mais si on veut mélanger de l'anglais, du français, étant belge, du néerlandais ou de l'allemand,
ben, il va falloir des embeddings un peu plus costauds pour pouvoir gérer le multilingue. Chose pour moi qui est assez incroyable, c'est quand on voit LangChain4j. LangChain4j va avoir 1 an, et on peut déjà faire tout ça avec ça. Et c'est un projet open source. Et tout le monde y contribue, et aujourd'hui, il y a, je pense, 2 semaines, ils ont rajouté, pour importer des données depuis une base de données SQL, ils ont ajouté plein de petites features, et vous voyez que le framework évolue vraiment rapidement, et vous offre vraiment juste pas de limite. Votre limite, c'est votre imagination. Alors oui, il y a des moments où vous ne pourrez peut-être pas faire directement ce que vous vouliez au départ, mais vous pouvez vraiment aller très loin avec ça. Pour vous donner encore un peu plus l'appétit, je sais que vous venez de manger, mais quand même, je vais vous montrer ça. Alors, ce n'est pas du tout moi qui l'ai réalisé, c'est Stefan Jensen, le papa de Devoxx. Si vous voulez voir, il y a l'URL qui est là en bas. Il a développé une application qui permet de tester différents modèles, différents embeddings, et voir vraiment comment ils se comportent. Typiquement, là, il permet d'importer directement des données depuis un Open API et dire je veux ces données-là, va me les chercher. Plus tard dans la vidéo, vous verrez, il y a plein de choses. Le projet est libre sur GitHub, vous pouvez le cloner, vous pouvez le tester en local. Si vous voulez vraiment voir les limites de l'AI, allez-y. Et toujours dans cette logique, 2 talks, je pense, qui valent la peine si vous êtes vraiment intéressé. Le premier est de Lise Ras de Devoxx France qui parle justement de LangChain4j. Et le deuxième est le talk de Stefan Jensen qui montre entre autres cet outil-là et qui vous explique comment il en est arrivé à tout ça. Donc c'est vraiment... Alors clairement, c'est un monde qui évolue très vite. Et pour moi, c'est vraiment un monde très excitant parce qu'on se demande où est la limite et on a envie de tester une nouvelle chose. Mais j'ai envie de dire, allez-y, explorez. Je vais vous remercier pour votre attention. Les slides se trouvent là, vous pouvez scanner le QR, vous aurez accès aux slides. Vous avez tous les liens, et si vous allez sur mon repo GitHub, vous aurez le code source que je vous ai montré de la petite application là. Faites-vous plaisir, amusez-vous, et n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui ne vont pas dedans. On peut toujours améliorer. Merci.